Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro là à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. DMG TV. Donc, tu peux nous suivre aussi sur Facebook, DMG TV, ou sur TikTok, DMG TV, où on fait les directs tous les mercredis et vendredis à 20h00, heure du Cameroun. Donc, ceux qui n'aiment pas monter en direct, ceux qui ont la frousse, le crack, n'arrivent pas à s'exprimer devant les gens, envoyez votre histoire au numéro le plus à l'écran là. On va jouer ici sur YouTube. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour, bonsoir à la famille DMG. Likons, partageons, commentons. Je monte pour cette histoire. J'avais rencontré une amie à l'intérieur du pays. Vu que j'étais arrivée toute nouvelle et j'avais pas d'amis, personne, je connaissais personne, j'étais partie là pour ma soeur. C'est là que lieu mon échange et contact. Et après, moi, je viens sur Abidjan. Après ça, on fait 4 mois. Mais pendant ce temps, il m'appelle, on communique. On fait 4 mois. Lui vient sur Abidjan avec des amis. On va s'asseoir, on papote, on cause de tout et de rien. Quand chaque fois qu'il vient sur Abidjan, on est ensemble. Mais notre lien est plus amical et frangé, quoi. Voilà. Alors, chaque fois qu'on se voit, il me montre un visage de quelqu'un de travailleur, de débrouillard, de, de quelqu'un qui a vécu une vie difficile, alors, qui était vraiment humble et facile. Et c'est là qu'il me conte son histoire. Il était orphelin, mais Dieu a permis qu'il se batte. Aujourd'hui, il est douanier. Il est actionnaire dans certaines écoles et structures. C'est quelqu'un qui se bat, voilà. Quand on se voyait, il ne me montrait pas un visage de quelqu'un de riche, non. Vu que comme moi je rentrais, il me donnait juste le minimum. Ben, vu qu'on était amis, ça ne me gênait pas du tout, non, même pas. Après plusieurs rencontres, un jour, je monte dans sa voiture. Euh, je vois plusieurs livres. Bon, tranquille. Ils avaient pris une villa à chaque fois qu'ils viennent à Abidjan. Ils prennent une villa avec ses amis, ses frères. Donc on reste, on papote. Et puis après, même je vais dans sa chambre, je ressors et tout ça. Sauf que moi, je suis une personne qui n'aime pas dormir. Je suis personne comme ça. Je suis très difficile en sommeil. Donc même quand il fait chaud, et ma fille, tu veux dormir? Non, papa, je reste là comme ça. Et un soir, un après-midi, je reste dans sa chambre. Il me dit, tu veux manger quelque chose? Je dis oui, pas me chercher à manger. Bref. Je suis assise. Quelque chose me dit, ouvre son placard. Voilà, ouvre le placard. Bref, je me lève avec la peur au ventre et je vais vers le placard. Quand j'ouvre, je vois un vêtement, un habit vraiment mystérieux et très bizarre qui m'a fait rappeler des vêtements de sectaire. Des sectaires, ouais. Et là, moi, j'ai tout de suite fermé, tranquille, je suis venue m'asseoir au calme. Je vois qu'il y avait des livres aussi, hein. Il y avait des livres dans le placard. Il y avait des livres de sectataires. Je ne veux pas dire le nom de la secte. Voilà, parce qu'elle est connue un peu partout. Je vois les livres et puis quand il entre, on papote, on cause. Et puis je lui dis, tu as quelques livres à me prêter pour voir un peu comment il allait réagir. Il me donne un roman de français comme ça. Bref. Après, voilà, on se voit. Moi, c'est un grand frère. Donc, quand on se voit, moi, j'ai tranquille, quoi. Et un jour, il me dit, tu sais que tu as une belle âme. Je lui dis, ah ouais, ça veut dire quoi? Il dit, non, tu es une personne très impressionnante spirituellement. Alors, ça me plaît d'être ami avec toi. Mais je peux me confier à toi? Je dis, mais bien sûr.
On est amis, ça fait depuis, eh bien, des lurettes, alors tu peux te confier à moi. T'inquiète, t'as même pas à craindre, j'aurais pas à te juger, vu qu'on est amis, et puis chacun sa vie. Parle, je t'écoute, je le mets en confiance. Le mec me dit que il était orphelin, il a tellement souffert, il a galéré, qu'il y a eu une fraternité qu'il a pris sous sa coupole. Et grâce à cette fraternité, il est ce qu'il est aujourd'hui et tout ça. Mais vu que moi, je suis une personne qu'il aime beaucoup, il aimerait me faire entrer dans la fraternité. Je lui ai dit, ah bon? Et la raison, c'est laquelle, quand tu veux me faire entrer dans cette fraternité? Il m'a dit pour que ta vie change. Je lui ai dit, à quel moment je t'ai dit que je voulais que ma vie change? Et puis ma vie, elle a quoi? Il a commencé à rigoler aux éclats. Ben, le gars, il me dit, tu voulais un livre la dernière fois? Ben, je te prête ce livre, je te donne ce livre gratuitement. Je vois le livre. Je vois que c'est un tout petit livre, hein, genre des brochures. Je vois le livre. Et je lui dis, c'est quel livre, dis-nous? Ça peut te documenter. C'est pour, comment on appelle ça, savoir un peu ce que c'est sans que tu n'aies à juger cette fraternité et tout ça. Je lui ai dit, ah bon, à quel moment tu m'avais jugé cette fraternité? Sauf que moi, j'entends des on-dit et des ceci, cela. Et à Abidjan, ils étaient bien à un carrefour, bref, qui était nommé carrefour de la mort. Et pour tous les Ivoiriens, ils savent, ce carrefour-là ne faisait que des accidents. Chaque jour, il y avait des accidents où il n'y avait que des morts. Oui, ce carrefour existe bel et bien. Et tous les Ivoiriens le savent. Donc, ces gars-là, cette loge n'était pas loin. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, après, c'est un pasteur qui est venu baptiser le carrefour. Et on appelle ça aujourd'hui le carrefour de la vie. Je sais que un Ivoirien va monter pour confirmer. Voilà. Bref. Je reviens sur mon histoire. Alors, je lui ai dit, sérieusement, si tu entres ou que tu es entré et que tu commences à grandir dans cette secte, laisse-moi te dire que tu vas perdre ta vie. Et bien avant ça, mon ami en question, quand je l'ai croisé, il avait une petite belle fille extraordinaire qui était sa photocopie, quoi. Et si on appelle ça en couleur, voilà, genre quand ton enfant te ressemble énormément, on dit mais c'est ta photocopie et en couleur en plus, voilà. Donc c'était sa photocopie énorme. Et chaque heure, le mec parle que de sa fille parce qu'elle était extraordinairement intelligente. C'était une petite fille de 6 ans. Mhm. Extraordinairement intelligente. Bref, je reviens. Et là, je lui ai dit, tu vois, comme tu aimes ta fille, comme tu aimes ton fils, parce qu'il avait une fille et un fils, tu vois, comme tu les aimes profondément, si tu ne veux pas les perdre ou perdre ta vie, moi, je te conseillerais de maintenant quitter tant que tu n'as pas pris un engagement profond là-bas. Il m'a dit non, rien ne va arriver, ne mets pas ce genre de truc dans ta tête, ça ce sont des lavages, hein. Ce sont des lavages comme ci, comme ça. Je lui ai dit ok, on est amis, moi je t'ai conseillé, je n'ai rien à voir avec ce qui va t'arriver. Au moins, je t'ai dit ma pensée. Voilà, donc, bref, moi je l'appelle plus, je reste dans mon coin. Plusieurs, je pense que c'est 1 année ou 2 années passent. Un numéro inconnu m'appelle. Et je reconnais la voix. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir pour parler? J'ai dit non, moi je suis occupée. Bah, il sait que je l'évite. Il me dit non, j'ai besoin vraiment de me confier. Je dis, ah bon, tu as besoin de te confier, mais c'est moi qui dicte les règles, le lieu où on se trouve, ok, parce que je n'ai pas confiance en toi. Il me dit sans souci. Donc là, le monsieur vient vers moi, mais il a pleuré, il a maigri, il a changé. Il est devenu vraiment vilain et bizarre à la fin. Quand je le regarde, je le vois vide et je lui demande pourquoi tu es devenu comme ça. Dis-moi. Il me dit non, il n'y a rien. J'ai dit non, tu n'es pas venu jusqu'à ici pour me dire rien. Parle-moi. Le mec,
Il se jette en sanglots dans mes bras. Il pleure, il pleure, il pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures comme ça? Attends, tu es militaire, et puis tu es énorme. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça m'effraie. Et là, il m'annonce le décès de sa fille. Je dis, quoi? Il dit, sa fille bien-aimée est décédée. Ta fille est décédée comment? Il me dit, non, c'est sa mère qui est sorcière qui l'a tuée. Elle a tué ma fille au sorcellerie. Je dis, non, arrête. Arrête. Tu peux dire ça à tout le monde sauf à moi. Attends, on est amis et je te connais. Non, tu me racontes pas ça. C'est pas sa mère, arrête. Le gars me dit, mais comment? Je dis, non, c'est pas sa mère, c'est toi. C'est toi qui as vendu ta lumière. Tu as vendu celle qui allait être là pour tes vieux jours, qui allait venir sur ton dos, qui allait venir te donner à manger, qui allait faire ta fierté. Tu l'as vendue, tu as donné son âme pour être riche encore. Quand j'ai dit ça, le gars s'est jeté à terre, il a pleuré. Il t'a pleuré pendant au moins 30 minutes pour me confesser, me confirmer que oui, effectivement, j'ai donné ma fille. J'ai donné mon unique. J'ai donné, je l'ai donné. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que tout le monde m'a prévenu? Mais là, ouais, c'était trop tard. Heureusement que moi, déjà à la base, je ne suis pas une personne qui montre chez moi à tout le monde. Voilà. Et puis, je fais toujours attention à mes amitiés, même quand un homme, bref, la morale. Je veux dire déjà, quand vous rencontrez quelqu'un et que même si vous faites des amitiés longues, il faut éviter de ramener tout le monde chez toi. Parce que si la personne est mystique et qu'elle sait que tu n'acceptes pas et qu'elle connaît chez toi, elle peut te suivre. Elle peut te suivre un jour, prendre tes pas, te faire des choses malsaines. Donc, il faut faire attention à nos amitiés. De deux, quand un homme vous drague et que, d'abord, quand il a pris mon numéro, c'était pour une drague, mais que vous, quand vous doutez juste un peu, faites de l'amitié avec lui. Faites de l'amitié longtemps avant de vous offrir. Comme ça, si c'est une bonne personne, vous saurez. Si c'est une mauvaise personne, vous saurez. Alors, c'était la morale du soir. Dieu nous veille. Et puis voilà. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, on passe à la deuxième histoire. Écoutez attentivement, likez la vidéo. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Donc, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour DNG, bonjour. Je viens pour vous raconter une histoire que la copine à ma tante a vécue. En fait, c'est vraiment triste, vraiment triste. Malheureusement, la dame, elle est morte. Elle est morte. Mon histoire est que je vais vous raconter ceci. En fait, ma tante était éprouvée. Elles avaient perdu l'une de leurs amies. Donc du coup, elles vont pour enterrer, quand elles vont enterrer, elles sont parties prendre le corps comme on fait ici en Afrique. Hein. Vous partez prendre le corps à la morgue, ensuite vous emmenez au cimetière pour enterrer, pour déposer le corps à sa dernière demeure. Et quand ils arrivent au cimetière, on fait la cérémonie, on tente de faire la cérémonie. Et quand on est en train de faire la cérémonie, la copine de ma tante, qui était avec ma tante là, dit que non, je vais aller me soulager. Donc, je vais aller me soulager. Quand elle va se soulager comme ça, elle va se soulager elle cherche là où c'est un peu caché, près d'une tombe qui va la barrer. Comme ça, elle va se soulager. Et arrivée vers une tombe, elle croise de l'argent sur une tombe. Elle croise de l'argent. Elle dit, ah, comment dans un cimetière, sûrement il y a quelqu'un qui a déposé, qui a perdu l'argent sur une tombe. Et elle aussi, la dame, elle fait quoi? Elle prend l'argent sur la tombe. Elle se soulage, elle voit l'argent sur une tombe, elle prend. Quand elle prend l'argent, elle cache. Quand elle revient auprès des autres, on a fini d'enterrer, ils ont fini de faire la cérémonie. Ils ont coulé la dalle.
Ils ont coulé la dalle, ils sont rentrés dans les bus, ils sont repartis. Et quand c'est chez nous aussi, là, souvent, après avoir enterré, après le cimetière, donc vous partez un peu boire dans des bars, quoi. Vous allez partager un dernier pot dans les bars. Ils sont aussi allés boire là-bas, ils sont allés dans un bar, ils ont bu et se sont séparés. Après, vers 18h, chacun rentre chez eux. Chacun rentre chez lui. Donc, ma tante est partie à la maison. Sa copine aussi est partie. Sa copine arriva à la maison. Quand elle arrive chez elle, elle se lave. Quand elle se lave, elle mange. Elle discute un peu en famille. La veillée, elle explique comment la veillée s'est passée et tout. Mais elle raconte pas qu'elle avait ramassé l'argent sur une tombe. Elle se lave, elle commence à expliquer, la veillée s'est bien passée, comme ça, comme ça. Et c'est quand elle dort, c'est le soir, quand elle dort, qu'elle est en train de rêver, qu'il y a quelqu'un, une dame, qui lui dit, remets mon argent, remets mon argent. Quand elle se réveille, elle dit, oh, ça c'est quel rêve que je suis en train de faire, quelqu'un qui me dit, remets mon argent, remets mon argent. Elle gère pas. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quelqu'un qui lui dit, remets mon argent, remets. C'est là où elle fait asseoir son mari pour dire, ah, chérie, regarde, ces derniers temps, je dors pas bien, je suis en train de dormir, mais au milieu de la nuit, il y a une dame qui vient me dire, remets mon argent, remets mon argent. Et la dame, elle commençait à souffrir un peu des troubles, quoi. Donc, son mari elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois à qui? Elle dit, je dois à personne. Ces jours-ci, je dors pas bien, je suis en train de rêver. Il y a quelqu'un qui me dit, remets mon argent, remets mon argent. Son état s'était vraiment aggravé. Elle était devenue vraiment malade des fièvres, faisait des fortes fièvres. C'est quand ma tante vient la voir, on l'appelle, oh, ta copine ici, c'est grave, depuis que vous vous êtes rentré de la veillée pour aller enterrer, depuis ce jour-ci, on dort plus bien. Regarde les rêves qu'elle fait. Comme ma tante me dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant la dernière fois qu'on s'est séparés, on dit, tu étais bien, qu'est-ce qui se passe? On doit essayer de prier. Quand tu pries là, elle a dit, tu es sûr que tu n'as rien? Oh oui, j'ai rien et tout. Elle dit, d'accord, on va essayer de prier, on va aller dans une église où on va aller chercher un pasteur ou un prêtre pour faire la prière. C'est là où elle se souvient. Elle dit, ah tiens, au fait, la dernière fois quand on était au cimetière pour aller enterrer X, quand je t'avais dit que je suis allée me soulager, j'avais ramassé 70 000 sur une tombe. Ma tante l'a dit, oh, comment ça toi tu es partie pour te soulager? Tu connais personne. Sur la tombe de la personne que tu connais pas, mais tu vas quand même ramasser l'argent. Et elle prend elle dit l'argent question, tu avais déjà utilisé. Oh oui, j'avais déjà utilisé l'argent, il ne reste plus grand chose. Ma tante dit d'accord, c'est quand on doit seulement aller à l'église. Quand ils sont partis chez les prêtres, pour expliquer le problème et prier, c'est là où le prêtre dit que non, la dame qui vient demander son argent, on était venu payer sa dette. Donc, il y a quelqu'un qui la devait, qui est venu payer sa dette. Donc, toi, quand tu es parti te soulager, tu as pris son argent. Il faut aller remettre son argent que tu avais pris. Il faut aller remettre son argent. Et quand le prêtre dit ça, ils ont prié. Le même soir là, c'est là où elle était morte. Donc, quand le prêtre a prié là, il a dit que non, on doit aller faire les cérémonies pour aller remettre l'argent que tu avais pris sur la tombe de la dame là. Et quand ils reviennent à la maison,
pour essayer de réunir l'argent pour aller le lendemain, aller faire les cérémonies, aller remettre l'argent. C'est là où, le soir, que la dame meurt. C'est le soir, le même soir, quand ils ont quitté l'église, qu'ils sont venus que la dame meurt. Donc c'est pour un peu attirer l'attention des gens, des jeunes filles, d'attirer un peu l'attention des gens. C'est pas bon aussi de ramasser l'argent que tu vois, surtout dans des endroits bizarres, comme dans un cimetière. Tu vois quelque chose, une chaînette, une bague, l'argent, tu vas ramasser. Là où il se passe beaucoup de choses comme ça. Quand tu vois l'argent, tu vas ramasser. Tu connais pas cet argent a atterri ici, comment l'argent là s'est retrouvé. Tu te poses même pas des questions. Donc c'est le vent qui avait emporté ça là-bas. En plus sur la tombe de quelqu'un que tu connais pas, qui n'est pas quelqu'un de ta famille. Toi tu prends les 70 000, tu mets dans ta poche. Et voilà maintenant les conséquences. Elle a perdu la vie à cause de l'argent qu'elle est partie ramasser sur une tombe. Donc, c'était un peu ça, DNG. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. Et qu'est-ce que vous pensez en commentaire? On passe à la troisième histoire. Bonsoir DMJ et bonsoir la communauté. Moi je suis nouveau, je suis sénégalais. Mais je vous envoie ce audio à partir d'Italie. De l'Italie, oui. C'est une histoire qui s'est passée là-bas au Sénégal, dans un village. Dans un village du Sénégal que cette personne-là, c'est un ami de mon frère. Parce que c'est son grand-père qui avait laissé son père un terre là pour cultiver. Et l'ami de mon grand frère là, il a pris cette terre pour cultiver des oignons, comme ci, comme ça. Et oui. Mais dans cette terre là, il y avait un grand baobab. Mais le baobab était mort. Il n'y avait même pas de feuilles. Il était mort comme ça. Un jour, il a décidé, son grand-père avait laissé cette baobab là-bas. Son père l'avait laissé là-bas. Il n'a jamais touché. Et lui, il a décidé un jour de mettre en feu cette baobab pour l'enlever là-bas parce que il a pris beaucoup d'espace, comme ça. Mais le jour qu'il a allé prendre de l'essence pour mettre en feu cette baobab, il a mis en feu. Subitement, c'est un chat très noir qui est sorti dans le baobab et c'est parti. Et le baobab est calciné jusqu'à qu'il est calciné, tout calciné. La nuit, il est allé à la maison, il dort. La nuit, il y a un esprit qui s'y apparaît devant lui. Il lui dit, mais pourquoi tu as mis en feu ma maison comme ça? C'est pas un rêve, hein? Il est apparu dans la maison. Et lui, il s'est réveillé, il est à la fin et peur est sorti de la maison. Il a raconté ça à son père, à l'ami de son père. Après, ils ont décidé, ils ont dit, pourquoi tu as fait ça? On t'avait dit de ne pas toucher à cette baobab. Cette baobab, il était ici depuis des années. Personne ne l'a jamais touché. Il a dit qu'il a vu que cette baobab était morte là. Après, dans la maison, il habitait là. Tout prenait feu. Tu mets ton habit, il se prend feu. Tout. Il n'y a plus rien qui est resté. Rien. Tu mets ton habit, 2 secondes, il prend feu. À la fin, le quartier, ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils ont fait un peu de sacrifice, mais l'esprit est réapparu. Il a dit il faut
construire encore ma maison là-bas. Après, il a dit, ils ont mis des barberets là où il y avait le baobab là. Il a dit, actuellement, ce que je te demande, l'esprit l'a dit, ce que je te demande de mettre chaque jour 3 kilos de mil là-bas. C'est ça, il a commencé par 3 kilos de mil comme ça. Il a commencé à mettre 3 kilos de mil. Mais le lendemain, quand il vient, il ne voit plus rien. Le mil est disparu. Il commence avec 3 kilos de mil. Des fois, il augmente jusqu'à 20 kilos. Les gens est allé jusqu'à n'avoir plus rien. Il a décidé de ne plus amener rien du tout là-bas. Le jour qu'il n'a pas amené du mil, et sa maison commence à brûler encore. À brûler. L'esprit est réapparu. Il a dit, actuellement, on va faire quelque chose. Je vais te donner du pouvoir pour pouvoir soigner les personnes. Il faut commencer à soigner. C'est l'esprit qui commande actuellement. Il faut commencer à soigner les personnes. Et lui commence à soigner les personnes. Il y avait un ami qui son frère avait un mal, c'était comme un malade mental là. Mais lui, il a soigné. Mais c'est l'esprit qui va le dire, il faut faire ça, il fait ça. Et l'homme est guéri. Il a commencé, il est devenu un tradipraticien. Sa maison, il y avait beaucoup de monde. C'est toujours l'esprit qui est derrière. Jusqu'à l'homme, il a dit, il est fatigué. Il ne peut plus, il veut rompre le pacte là avec, parce que ça commence avec des 1000, 2 kilos de 1000, 3 kilos jusqu'à 20 kilos. Comme ça, il a commencé avec des bœufs. Maintenant, pour ce qu'il soigne là, 2 bœufs, comme ça, il te demande 2 bœufs. Toujours ça, c'est l'esprit. Actuellement, l'esprit l'a dit, on dirait que tu n'aimes pas l'argent. Il dit non, moi j'aime pas l'argent, je veux pas. Il dit non, il faut aller dans cette... comme ça, il dit, va dans cette rue là. Il part dans cette rue là, il voit de l'argent, beaucoup d'argent, il va prendre. L'esprit l'a dit, actuellement, je veux te faire un milliardaire. Un milliardaire. C'est ça que je veux te faire. C'est ça. Après, l'homme s'est repenti. Il a dit à son père qu'il ne veut plus de cet esprit. Parce que là, c'est l'esprit qui contrôle sa vie. Il ne veut plus de cet esprit. Il est allé dans un grand marabout pour partir se soigner là-bas. Mais il a dit, il est parti et le marabout a commencé le travail. Une semaine, le marabout est mort. Il est parti dans un autre marabout. Même chose, le marabout est mort. Il a dit non, ça là, ça ne peut pas être coïncidence. C'est par rapport, et l'esprit c'est un grand, il était un très grand esprit, vraiment. Après, il ne sait plus quoi faire. Parce que l'esprit, il lui dit de faire ça. Si tu ne fais pas ça, il brûle tout ce que tu as. Même après, quand il travaille avec les affaires de tradipraticiens là, il avait acheté une grosse voiture. Quand il a commencé à dire non, l'esprit la voiture s'est envolée. Il a tout brûlé. Tout ce qu'il a, téléphone, tout, il brûle tout. Il faut accepter par force. Donc, il voulait exposer. Il y a une émission au Sénégal. C'est comme ce que tu fais la DMG. Ça, c'est 5 jours, mais ça, c'est des histoires de vie que tu racontes. Il est parti là-bas pour dire. Pour un marabout qui peut le soigner pour sortir de cet esprit. Mais il y a là-bas, chaque solution qu'on mettait là-bas, il y a des marabouts qui viennent,
Il dit oui, oui, je peux le même soigner avec même 0 francs. Et toujours, il y avait des solutions. Mais dans ce problème-là, il n'avait plus de solution. Tous les marabouts ils ont dit non. Cet esprit-là, non, 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 on peut pas le sortir. La seule chose que tu peux faire, c'est de vivre avec l'esprit jusqu'à la fin de tes jours. Il va te commander. Ce qu'il va te dire, tu vas le faire. Mais l'homme, il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais il sent que l'esprit, il a commencé avec du mil, des kilos de mil jusqu'à des tonnes de mil, des bœufs, des chèvres. Actuellement, c'est l'humain qui a commencé à le demander. C'est pour ça qu'il a peur. Ah, c'est fini là-bas et ça est devenu un problème sans solution. L'homme est resté là-bas. Ils ont dit que on ne peut pas avoir de solution parce qu'il y a 2 marabouts qui ont essayé de soigner. Ils ont mouru sur le coup. Même pas une semaine, ils sont mourus. C'est une histoire qui était là-bas dans un village du Sénégal. Là où j'étais, mon frère là-bas, c'est un ami de mon frère. Mon frère travaille à côté de là-bas. Après, il m'a expliqué, même aussi, moi aussi, je l'ai entendu à la radio. Vraiment. C'est cette histoire que je voulais t'amener ici et j'espère que ça vous plaise. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour aussi à la communauté. C'est la première fois que je raconte une histoire. C'est une histoire qui se passe toujours maintenant. On n'a toujours pas trouvé de solution. Donc, c'est la première fois que je raconte une histoire. Des fois, bon, pas des fois. J'écoute tout le temps des histoires sur YouTube de cette chaîne. Vraiment, tu fais du bon boulot parce que franchement, ça édifie grave. Donc voilà, je suis gabonaise. Du coup, l'histoire, elle est vraiment longue. Déjà qu'on n'a même pas trouvé de solution, du coup, elle est vraiment longue. Vraiment. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais essayer de couper au maximum. Donc, du coup, l'histoire commence avec mon grand-père. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne. Donc du coup, l'histoire commence avec mon grand-père qui, pour je ne sais quelle raison, a vendu ses propres enfants aux esprits des eaux. Enfin, ses propres enfants. En fait, tous les enfants qui portaient son nom à lui, notamment ma mère. Donc du coup, il a vendu ses propres enfants. Du coup, donc le truc, c'était qu'elle ne devait jamais se marier. Donc ma mère, elle n'est pas mariée. Elle a essayé de se marier. Mon père voulait l'épouser. Bon, mon père l'a épousée. Ça a coûté sa vie. Voilà. Il faut qu'on se le dise clairement. Ça a coûté sa vie. En fait, je suis partie. Ça a coûté sa vie. Comment je sais ça? C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, l'histoire prend place au Gabon. J'avais 10 ans. Je ne vais pas trop vous donner les dates ni les noms parce que je ne veux pas que les membres de ma famille me reconnaissent. Du coup, je ne vais pas, déjà avec ma voix, ils peuvent faire un peu le lien, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas donner les noms. Du coup, mon père, il décède comment? C'était juste un matin, il s'est réveillé avec ma mère, il partait au boulot et tout. Mon petit frère, il était en train de pleurer. Du coup, mon père, il a dit à ma grande soeur d'aller s'occuper de mon petit frère parce que ma mère, elle était en train de s'habiller et lui aussi se préparait pour aller au boulot. Du coup, il est parti réveiller ma soeur que réveille-toi, va t'occuper de l'enfant, il pleure. Moi, je suis en train d'aller au boulot et ta mère aussi va au boulot, du coup, va. Et moi, j'étais encore petite, j'avais 10 ans. Et le jour-là, je pense, j'étais en vacances ou je sais pas. Oui, j'étais en vacances.
on était tous en vacances à la maison, à part mon père et ma mère. Du coup, mon père, il part réveiller ma soeur, comme je disais. Quand il réveille ma soeur se réveille, elle part prendre l'enfant et tout. Et ensuite, il part dans la chambre, il trouve ma mère en train de s'habiller et tout. Ça, c'est ma mère qui me raconte, moi je dormais. Il trouve ma mère en train de s'habiller et tout et tout. Il dit à ma mère, ah, j'ai un peu mal au ventre, il dit sans langue. Ah, j'ai un peu mal au ventre. Non, à la tête. J'ai un peu mal à la tête. Est-ce que tu ne peux pas aller me chercher les Efferalgan ou la Doliprane là-bas, s'il te plaît? Ma mère dit, ah, le matin comme ça, tu as mal à la tête. C'est comment? C'est comment tu as mal à la tête au matin comme ça? Ah. Mon père dit, ah, je ne sais pas, va me prendre. Ma mère dit qu'il faisait des trucs, en fait, comme si, je ne sais pas, juste à cause d'un mal de tête, il se trémoussait et tout et tout. C'est comme ça que ma mère se lève. Elle dit, attends, je vais vite aller chercher les Efferalgan dans le sac. Donc elle part chercher les Efferalgan. Quand elle revient, elle trouve mon père couché sur le lit avec la mousse qui sort de la bouche. Ma mère, elle a commencé à payer. Vu que mon père, il souffre. Il avait déjà eu l'AVC. Il avait déjà eu il était tensionnaire, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais en tout cas, il avait la tension. Du coup, il avait déjà fait une crise une fois, mais regardez, moi je ne sais pas si c'est, mais la fois où il avait fait la crise, je m'étais réveillée. Vous voyez un peu, je m'étais réveillée en entendant les cris et tout, donc je me suis réveillée et voilà, il l'a emmené à l'hôpital. Moi, je suis restée, j'ai veillé toute la nuit, je ne sais pas si j'avais dormi. Non, je sais vraiment plus, mais je ne pense pas. Je n'avais pas dormi la première fois qu'il avait fait une crise. La deuxième fois, donc la fois où il est tombé et tout, qu'il avait mal à la tête et tout, on l'emmène à l'hôpital et moi je dormais, il y avait beaucoup de cris. Ma mère qui pleurait, elle a alerté tout le monde s'est réveillé, mais sauf moi je ne m'étais pas réveillée. Vous voyez, je ne m'étais pas réveillée et en fait ça m'a semblé, pour moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé ça bizarre. Du coup, mon père, on l'a emmené à l'hôpital et tout. Il est allé à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital, on l'a branché avec les machines et tout. Ils ont dit qu'il était dans le coma. Donc, dans le coma, on l'a injecté. Il y a des flacons qu'on injecte souvent pour les gens qui sont dans le coma et tout. Et dans le flacon en question, tu dois juste injecter genre une petite dose. La dame, elle a injecté tout le flacon à mon père. Elle a injecté tout le flacon, je dis bien tout le flacon à mon père. C'était à un hôpital du Gabon. Je ne vais pas dire le nom. C'était un hôpital du Gabon. Du coup, elle a injecté. Donc, c'est-à-dire que si mon père voulait se réveiller, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus se réveiller. Vraiment, il ne pouvait plus se réveiller. Même s'il voulait, il ne pouvait plus parce que la dose, là, c'est pour en fait, le truc qu'ils injectent, c'est... Ma mère m'a dit, vu que ma mère, elle est infirmière, elle m'a dit que le truc qu'ils injectent, c'était genre pour dormir, pour avoir un sommeil léger et tout. Un truc comme ça, en tout cas. Mais eux, ils ont injecté une forte dose qui permet que, même s'il voulait se réveiller, il doit juste dormir parce que le truc qu'on l'a injecté, c'était vraiment beaucoup. C'était trop. Ils ont mis la dose, quoi. Du coup, c'est comme ça que ils ont déclaré que mon père était mort. Ils ont déclaré que mon père était mort et tout. Ma mère a pleuré, j'ai pleuré. En fait, tout le temps, là, je me disais que, mais attends, si je m'étais réveillée, papa n'allait pas mourir. Est-ce que c'est de ma faute? Je me suis toujours dit ça, que est-ce que c'est de ma faute? La première fois qu'il a eu la crise, je me suis réveillée. Mais pourquoi la deuxième fois, je ne me suis pas réveillée? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenté de me dire ça dans ma tête. Mais quand je partais dire à ma mère, me disait, oh non, laisse, machin. C'est pas de ta faute, c'est juste une coïncidence. Et je dis, non, quelle coïncidence? C'est pas une... J'étais encore petite, j'avais 10 ans. C'est pas une coïncidence, qu'est-ce que tu dis? Je sais, moi-même, je sais. C'était trop bizarre. Je me suis dit, bah non, quelqu'un ne peut pas mourir du dé à cause des maux de tête ou je sais pas. C'est trop facile.
Les médecins aussi, ils ont dit avant qu'il ne meure que s'il se réveille, là, il sera paralysé et tout. Mais il y a des chances qu'il se réveille. Je me suis dit, non, c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile même. C'est vraiment trop facile. Maintenant, quand on amène mon père à la morgue, et tout, le morgue, celui qui garde les corps et tout, il appelle mon père pour dire, ou il appelle ma mère autant pour moi, pour dire à ma mère que voilà, le corps de votre mari transpire. C'est ma mère qui m'explique ça maintenant en 2023, là, je ne savais pas tout ça. Ma mère dit, mais comment ça? Comment ça son corps transpire? Il sent que oui, son corps transpire et tout. Donc vraiment, on ne sait pas quoi faire. Mais normalement, un cadavre ne transpire pas. Donc c'est-à-dire que mon père, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Désolée du temps, ça prend vraiment du temps. Et en fait, là, je ne suis même pas encore au milieu de l'histoire. Donc je vais essayer de couper encore plus. Donc, donc mon père, il n'était même pas encore mort. Mais elle l'a enterré. Pour nous, il était mort. On ne savait pas trop quoi faire. Pour nous, il était mort. Moi, je ne savais pas tout ça. C'est en 2023, comme je disais, que ma mère m'a dit tout ça. Voilà, on a enterré et tout. Maintenant, ça fait peut-être... On a enterré mon père, il est mort. On l'a enterré, pour nous, il est mort et tout. Ça fait peut-être 3 mois ou 4 mois que je sentais une présence, en fait. Déjà, au Gabon, quand j'étais au Gabon, je sentais toujours la présence de quelque chose, en fait. Quelque chose, en fait, me bloquait dans ma vie. Et dans les rêves que je faisais, je voyais mon père, la paralysie du sommeil, que ceci, que cela, que ceci, que ça. Donc, j'avais un ami qui parlait à un prophète et tout. Du coup, j'ai dit à mon ami, vas-y, donne-moi un peu le numéro du prophète, là. Le prophète, il est au Gabon. Donne-moi un peu le numéro du prophète. Je vais un peu essayer de l'expliquer. Ça, peut-être c'est lui qui va me faire voir les choses, je ne sais pas, mais pardon, donne-moi son numéro. Il m'a donné le numéro, j'ai expliqué au prophète la mort de mon père, j'ai tout expliqué au prophète. Ça fait déjà 10 minutes. Désolée, je vais couper encore. Donc, j'ai déjà expliqué au prophète la mort de mon père et ma situation. Le prophète m'a dit, ton père n'est pas mort d'une mort naturelle, en fait. C'est cet esprit des eaux-là que ton grand-père, il a fait le pacte avec cet esprit des eaux. Et cet esprit-là est dans votre famille. Du coup, ta mère ne pouvait pas se marier. Mais comme ton père a épousé ta mère, du coup, cet esprit-là a vu un rival. Un vrai rival. Du coup, il a essayé de tuer mon père à plusieurs reprises. Donc, la première fois que mon père a fait la crise et tout, il a essayé de tuer mon père, mais il n'a pas réussi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'a pas réussi. Et comme mon père n'avait pas un esprit fort, du coup, la deuxième fois, ça a marché. La deuxième fois que mon père a fait la crise, ça a marché. Et cet esprit-là voulait que mon père ait une mort tellement atroce qu'on l'a enterré vivant. Et c'est ce que le prophète m'a dit. Il m'a dit que cet esprit est vraiment constamment là. Il se fait passer pour mon père dans mes rêves. Mais ce n'est pas mon père. Parce que mon père, il était tellement gentil, tellement un homme bon. Vraiment. Le prophète ne le connaissait pas, mais il a dit, c'était tellement un homme bon qu'il ne peut même pas venir et détruire la vie de quelqu'un. Non. En fait, mon père ne repose pas en paix, mais c'est pas lui qui vient dans mes rêves pour me faire du mal et tout. C'est ce que le prophète m'a dit. Bon, maintenant pour l'esprit, on n'a toujours pas trouvé de solution pour lui faire partir. Pour lui faire partir, il est toujours là. Bon, moi je prie, le prophète m'a donné un programme de prière et tout. J'ai fini le programme de prière, ça fait déjà 2 mois. Je continue toujours à prier. Déjà, je vois l'évolution un peu. Mais je veux vraiment que cet esprit parte, quoi, parce que je ne me sens pas de vivre avec quelque chose comme ça. Vraiment. Vraiment, moi, je prie Dieu. Je prie vraiment Dieu. Peut-être pas de la bonne manière, mais si vous avez des solutions ou il y a des gens qui ont vécu ça, qui peuvent écrire en commentaire, je vais voir. Parce que franchement, cet esprit, je ne le connais pas. Parce que je suis la seule fille de ma mère. Mon père, ma soeur qui a gardé mon petit frère quand je vous ai raconté tout,
c'est la fille de mon père. Donc moi, je suis la seule fille de ma mère et voilà. Ma mère, elle n'a que des garçons. Moi, je suis la seule fille. Du coup, j'ai peur que cet esprit-là vienne chez moi parce que je suis la seule fille de ma mère. Et c'est exactement ce que le prophète a dit, quoi. Que voilà. Donc c'était ça mon histoire. J'ai essayé de couper au maximum. Mais je suis toujours dessus pour essayer de chasser cet esprit parce que franchement, je veux pas de sa présence parce que non. Non, je veux vraiment pas de sa présence. Si vous pouvez me donner des conseils ou je sais pas, ça va vraiment m'aider. Merci et bonne journée à vous. Et vraiment, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour la force. Voilà. Dites ce que vous pensez en commentaire aussi. Hein. On passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Bon, aujourd'hui je vais raconter une histoire pour la première fois. Je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais c'est l'histoire d'un petit sorcier dans une salle d'examen. L'histoire m'est racontée par mon oncle, qui l'a vécu personnellement en son temps, hein, dans les années 1900 et quelques là-bas. Donc, ils étaient en train de passer le CEP, donc pour entrer, le premier diplôme là, pour entrer au secondaire. Du coup, c'était les épreuves qui commençaient le premier jour, donc c'est des enfants. Le CEP, c'est des enfants peut-être de 10 ans, 11 ans, bon à l'époque peut-être 13 ans, comme ça. Donc, dans la salle d'examen, des enfants étaient là, le surveillant aussi, il était là. Et il a distribué les copies, ils ont partagé, il a donné les directives aux enfants, remplissez, mettez vos noms, faites ceci, faites cela. Bientôt l'épreuve va commencer. Et les enfants sont là, ils attendent, il remet les épreuves et l'épreuve commence. À 15 ou 20 minutes de l'épreuve comme ça, le surveillant se rend compte qu'il y a un enfant qui est paralysé. L'enfant est paralysé, il ne bouge plus, il ne fait rien. Il est sur sa copie, il a la main, il a le stylo, on va dire, sur la copie, mais il n'écrit pas, il transpire. Il est bloqué, vraiment bloqué. Il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il bouge l'enfant. Il regarde, l'enfant n'a même pas pu écrire son nom. Il bouscule, l'enfant ne bouge pas, il ne se réveille pas. Il observe toute la salle et il y a un petit derrière, celui qui est derrière le petit garçon. Il est en train d'écrire. Lui aussi, on l'appelle, il ne répond même plus. Il est juste en train d'écrire, en fait. Et vu que le surveillant, il était initié, en fait. Donc, il connaissait un peu certains trucs. Il a compris ce qui se passait. Il a tapé le petit qui était derrière, qui écrivait. Il a tapé le petit qui était derrière. Il est revenu à lui. Mais l'autre est resté bloqué. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais à l'autre? Vu qu'il était aussi dans des pratiques lui-même, il a essayé de faire quelques trucs et le petit est revenu à lui. Quand le petit revient à lui, il revient vraiment comme quelqu'un qu'on a réveillé brusquement. Et c'est comme ça qu'il a pris le petit sorcier. Il l'a amené dehors, il l'a amené à l'administration et tout. Ils ont appelé les parents. Ils ont dit que faut plus que ce petit-là revienne. Faut plus que ce petit-là revienne ici parce que si vous avez donné la sorcellerie à votre enfant, ok, c'est entre vous, c'est vous, dans votre famille, mais ne venez pas faire ça aux enfants d'autrui en fait, qui sont venus là juste pour apprendre. Donc, la conclusion, c'est que le petit, il travaillait avec l'intelligence de l'autre. Voilà pourquoi l'autre était bloqué. Et lui, il est en train de travailler. Donc, il travaille juste avec l'intelligence de l'autre pendant l'examen. Donc, le petit conseil, c'est juste de vraiment faire attention, de vraiment beaucoup prier, qu'on est en sécurité nulle part. Parce que c'est vrai, nous, on peut se dire, ah, on prie, nos enfants sont normaux. Mais est-ce que les enfants des autres dans les écoles sont normaux? On ne sait pas qui les enfants rencontrent. Ce ne sont que des enfants, ils ne savent pas. Donc, vraiment, les parents, de beaucoup prier pour les enfants, de beaucoup demander aussi d'inculquer ces valeurs-là aux enfants, de savoir aussi prier
un peu et tout ça. Donc, c'était tout pour mon histoire d'aujourd'hui. On like, on partage, on commente et surtout pour que l'émission puisse, l'émission, je sais pas trop, puisse prospérer, il faut que on vienne aussi dans l'inbox et partager nos histoires parce que ça aide, ça édifie beaucoup. En tout cas, personnellement, ça m'édifie beaucoup. Merci à toi d'être toujours là pour nous raconter des histoires. D'accord. Donc, on passe à la 6e histoire. 6e histoire, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Bonjour à toi DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Alors, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, je vais l'intituler « Le diable ne fait pas de crédit ». Je raconte mon histoire. Nous sommes dans les années 2008-2009. Maman à l'époque avait une très grande boutique, peut-être la plus grande du quartier. Je vais taire le nom du quartier parce qu'on risque de me reconnaître. Donc, 2 maisons après le chez nous, il y a un couple de la cinquantaine qui aménage avec les 2 enfants. Ils viennent d'aménager au quartier, ils n'ont pas d'électricité, ils ont une maison en carabo, tout ça là, même pas cimenté. Et moi, quand je rentrais des classes, maman, elle entrait en cuisine et puis moi, je restais vendre à la boutique. Tout le temps, quand j'étais toujours à la boutique, les 2 enfants du couple venaient toujours chez nous pour acheter le gâteau au chocolat. Tout le temps, ils venaient, tout le temps, ils venaient. Et puis un jour, l'aîné est venu acheter le gâteau au chocolat avec le ballon. Vous connaissez à l'époque là, c'était pas facile d'avoir un ballon. Donc c'est comme ça que je lui propose de souvent venir avec son ballon au stade, nous allons jouer. Il me dit, ah, il y a le stade ici, il y a le stade. C'est comme ça qu'il commence à dribbler le commerce de ma vieille pour partir jouer au ballon. C'est comme ça que je l'amène. Chose bizarre, chose curieuse, son petit frère ne m'aimait pas du tout. Je ne sais pas ce que j'avais fait à ce gars, mais il ne m'aimait pas du tout. Avec son grand frère, la relation a commencé à être très très fusionnée. C'est-à-dire que c'était fusionné jusqu'au point où, si tu le vois, tu m'as vu. On marchait toujours ensemble, tellement son petit frère n'était pas d'accord qu'il a préféré aller fréquenter dans un autre quartier, chez son grand frère. Je suis un de ses grands frères, parce qu'il avait plusieurs. Son petit frère était le dernier né. Et le papa avait déjà des grands enfants, mais il ne vivait pas avec ses enfants, ses grands enfants-là. Mais il ne vivait qu'avec les 2 derniers. Donc il part vivre chez un de ses grands frères, un village. Pour ceux qui connaissent ce village, tout ça là. Donc, la relation devient encore plus fusionnelle quand son petit frère part. On commence à partir à l'école ensemble, on commence à acheter les mêmes chaussures. Voilà, on commence à sortir les filles qui sont copines aussi. Donc on voulait vraiment être très fusionnel. À un moment même, on ne cherchait que les jumelles. Déjà, vraiment, ça doit être comme la famille, quoi. C'est comme ça qu'un jour, je pars le chercher pour qu'on parte à l'école. Il me dit que, je ne peux pas partir tôt aujourd'hui parce que ma vieille est malade. Je dis que, ouais, la vieille est malade. Elle a quoi? Elle dit que non, depuis le matin, elle se plaint qu'elle a mal à la tête. J'essaie de l'attendre, parce que c'est mon frère, je ne peux pas partir à l'école sans lui. Il essaie de faire tout ce qu'il a à faire parce que son papa, lui, il travaille de nuit. Donc elle arrive le matin, il était fatigué. Il fallait qu'il essaie de mettre un peu la maison propre, prendre soin de sa maman, faire le petit déjeuner et puis après partir à l'école. Et c'est comme ça que on part à l'école. Quand on rentre, sa maman, ça ne va toujours pas. Des jours et des jours, son mal de tête ne diminuait pas. Et curieusement, il y avait un petit bouton au niveau de pas loin de son œil. C'est comme ça que le papa dit un jour que, voilà, trop c'est trop, faut qu'on amène maman à l'hôpital. Qu'on amène la mère à l'hôpital, on essaie de faire, je ne sais pas si c'est le scanner ou c'est la radio, tout ça là. Le médecin demande à la famille comment la maman a fait pour arriver à l'hôpital. On dit que comment, frère. Alors on a pris le taxi, on est venu à la marche jusqu'ici là. Parce que le gars dit que son cerveau est rongé à moitié, donc elle n'a qu'une partie du cerveau.
Et que comme c'est là, on ne peut plus rien faire. Mon frère, on voit ça comme la sorcellerie, comme la magie. Comme la magie, mon frère. C'est comme ça que la malade ne sortira plus jamais de cet hôpital. C'est le corps seulement qui va sortir. 4 jours, une semaine après, la nouvelle arrive au quartier que la maman est décédée. Oh, tout le quartier dit que ouais, la maman là qui était gentille, vraiment, une maman gentille. Je parle comme ça, je suis en train de voir encore son image dans ma tête. Tellement gentille. Moi, je ne mangeais pas les repas de Bamleke. Bon, c'est pas que je suis tribaliste, mais je ne mange pas les repas. Je suis un peu... Moi, je ne mange pas trop de choses. Je suis carré dans ma manière de manger. Mais avec eux, j'ai appris à manger beaucoup de choses. À manger donc cuit, à manger des tout ça, tous les repas là. Et j'ai commencé à aimer au bout d'un certain temps. Donc, c'est comme ça que la maman décède. Voilà. Moi, je ne peux pas voyager parce que je suis encore jeune. Mes parents ne peuvent pas accepter que je voyage. Mon ami, il voyage avec ses frères et ses soeurs, des plus grands qui n'étaient pas au quartier. Mais ils reviennent au quartier, tous sont rasés, tout ceci, ça s'est bien passé. Et puis après, la vie continue. Il reste avec son papa. Son papa travaille de nuit. Comme je travaille de nuit, ça veut que parfois il pouvait dormir chez eux, il dormait chez nous. Je dormais chez eux, il dormait chez nous. Je dormais chez eux, il dormait. C'était de telle façon que quand il venait même chez nous, ma mère a donné son plat aussi. Donc son plat était là, servi comme l'enfant de la maison. Quand il vient seulement, il passe seulement là à la cuisine, il prend son assiette, il mange. Il faisait vraiment, c'était comme chez lui, il faisait tout ce qu'il voulait. Si mes pays sont en train de visionner, là, s'il vient là, il prend la télécommande, personne ne va brancher. Il dit que non, ce n'est pas le chez lui, non, c'était pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Donc, voilà, un jour, on achète un petit truc comme ça. C'était, on appelait ça le Walkman, si je ne me trompe pas. C'était un Walkman. Donc, c'était que, comme on avait cotisé l'argent pour acheter ça, je demande avec ça un jour, il demande un jour, je demande un jour, il demande un jour, il demande un jour, il demande un jour. Et là, je pense que le coupé décalé commençait à chauffer. Et je me rappelle de son là, Arafat Didier, Opalo, Camino Roboso, Chem Kouroudje, Mecha Choup. J'aimais tellement le son là que un soir, je devais le remettre ça, j'arrive chez eux. On était couché au gazon, tout ça là. Je dis, ah, champion. Toi, parce qu'il devait composer la semaine, c'était un week-end, je pense que c'était un vendredi soir. On me dit que, ah, champion, toi tu composes lundi, concentre-toi sur tes études, laisse-moi. Moi, j'ai avec le truc tout le week-end, il dit jamais de la vie. Bon, moi, à l'époque aussi, il fallait que chacun montre que bon, c'est moi qui suis le patron du groupe, quoi. Donc, des petits chamailleries commencent, tout ça là, on se met à bagarrer. Je pars chez nous, il prend la matière, vu que le chemin n'était pas très loin. Il a voulu là son matériel là, qu'on s'était dit que si un jour quelqu'un nous attaque, on va le frapper fort avec le matos là. Donc moi, il prend ma matière, il prend le matériel qu'on a fabriqué à deux. On veut se couper, hein. On veut se couper. Des gens sont surpris au quartier, on dit, qui les deux s'y bagarrer, c'était la chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer, sans savoir que Dieu, comme c'était en train de me préserver de quelque chose. C'est comme ça que quand on nous sépare, je pars plus chez eux, il vient plus chez nous. Chacun est dans son coin. Un jour, son petit frère, le dernier là qui ne m'aimait pas, vient au quartier. Son papa, quand il finit la visite, son papa lui donne la moto. Ils sont pas venus moto. Il dit ok, il va accompagner ton petit frère au carrefour. Tu reviens. C'est comme ça qu'il prend la moto. D'habitude, quand son papa donne la moto comme ça pour aller faire une course, il venait me chercher. Ou alors on était ensemble. Directement, on donne la moto que allez. Ou alors quand je ne suis pas là, peut-être si je suis à la maison, peut-être on ne sait pas encore vu c'est le matin, il vient me chercher, il dit gars, allons telle place. On aimait la moto, on aimait les jeux. C'est comme ça que on partait. Mais bizarrement, ce jour, on a eu des problèmes. Je ne suis pas parti. Il part. Au lieu de s'arrêter au carrefour, n'est-ce pas, le gars vient enjoy la moto et continue. C'est comme ça qu'il fait l'accident grave avec un camion. Très grave. 2 fractures ouvertes. La nouvelle arrive au quartier que tel a fait l'accident. Et ma mère est sûre que je suis aussi là-bas. Parce que tout le quartier savait qu'ils sont ensemble. Moi, j'étais au stade en train de jouer au ballon. Et je ne savais même pas. Ma mère, on dit à ma mère que je suis au stade, je ne suis pas là-bas. Ma mère veut me voir avec les yeux pour croire. Et elle arrive au stade en courant. Elle me voit. Elle est contente, soulagée. Même elle dit que ton ami a fait l'accident grave. Quand on arrive au lieu de l'accident, on l'a déjà mis à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, c'est très grave.
Maintenant, bon, on fait ce qu'il y a à faire à l'hôpital et on va l'interner pendant des mois et des mois. Moi, je reste au quartier de temps en temps, pas de temps en temps, chaque jour, j'allais rendre à son papa. Et son papa commençait à développer une maladie. Il dit que quand il conduit la moto le soir, quand il roule la moto le soir, autant pour moi, il a l'impression qu'on le verse sur la glace. Qu'il a l'impression qu'on le verse sur la glace, qu'il ne peut plus travailler la nuit. Et travailler le jour pour lui, c'était très compliqué. Du coup, il ne travaillait presque plus. Ça veut dire que tous les jours, que Dieu m'en excuse, je volais, je veux dire la vérité, je volais le petit déjeuner chez nous pour aller le donner tous les matins avec la cigarette parce qu'il fumait beaucoup. Donc, je prenais un sachet de noix de 200, un sachet de matinale, le sucre, 2 gâteaux et 2 micro-beurre et puis avec même 4 cigarettes comme ça là, tous les jours. Maintenant, le soir, il y avait des mecs, ouais, comme tu vois le papa là, il ne peut plus travailler. Le plat que tu donnais à son fils là, pardon, on convertit ça pour le père. On part le donner. C'est pour ça que tous les soirs aussi, maman me donnait. Bizarrement, mon papa ne dérangeait pas. On partait le donner. Tous les soirs, je ne vais pas te donner. Tous les soirs, je ne vais pas te donner. Un soir, j'arrive, mon frère, les yeux du pâté sont rouges. Il me dit que Péri, c'est comme ça qu'il m'appelait, que Péri, je ne peux plus lire. Les gens là ont cassé mes lunettes. Je dis que les gens là, ce sont les qui ont prêté. Il dit que laisse seulement Péri, tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça que je n'ai pas encore volé une paire de lunettes sur mon vieux. Hein. Sur mon vieux, je ne vais pas y voler. Parce que mon vieux, il ne pouvait pas partir là-bas. Donc, je ne vais pas y voler une paire de lunettes. Je le donne. Le lendemain matin, j'arrive au petit déjeuner. Il a un peu bien dit que il a quand même pu lire la Bible cette nuit. C'est comme ça que moi, je pars à l'école. Je rentre le soir pour venir le rendre visite avant de continuer à la maison. Il faut coucher au gazon connu. Tu connais comment le gazon gratte. Je ne sais pas comment le gazon des blancs est un peu bizarre là-bas, la synthétique, tout ça là. Mais tu connais le gazon, ça gratte, le pâté couché sur ça. Il s'enroule à l'intérieur comme un petit chou. Il dit que, mais répète, c'est quoi, hein? Il a dit que, pays, il a senti me verser des glaçons. Des glaçons comment? Moi, il ne voit personne. Après un temps, hein, le pâté se lève, il tape un 100 mètres. Femme, le gars est en train de taper un couloir, pas pour que je suis derrière, il crie seulement, au secours, le pâté ne fait que lancer. Le pâté lance, je cours, je pleure, je crie, man. C'est comme ça que le pâté était dans une brousse. Les voisins commencent aussi un peu à crier. Répé. Donc il appelait Masayo. C'est comme ça que le pâté commence. Après, peut-être que 20 ou 30 minutes comme ça, il dit que non, ça va. Moi, donc, connaissant qu'il y avait une tata, paix à son âme, une tata, qui s'y connaissait un peu dans les choses là, les trucs mystiques, tout ça là. Pardon, je vois la tata là pour dire que ouais, tata, j'ai le papa de mon ami qui souffre des problèmes mystiques, pardon, tu peux l'aider. Elle me dit que le soir vers 20h, viens me prendre, on va partir. Je pars là-bas vers 17h, 16h, je dis répé. Comme tu vois là comme ça, le soir, il y a quelqu'un qui va venir t'aider un peu sur des problèmes. Comme tu dis qu'il y a des gens, c'est ici là. Il dit que Péri, merci beaucoup. C'est comme ça que 20h arrive, tu as la tata là, pour la bringue sur le vieux là. Maintenant, quand on arrive là-bas, la tata me dit que non, ce qu'on va faire ici là, c'est trop high pour toi. Go à la piole. Mais ça, il part à la piole. Moi, le matin seulement, je veux des échos qui sont passés. C'est comme ça qu'apparemment, pendant que la tata a walké sur elle, car son enfant s'est évanoui à la piole. Oui, ça ne jouait pas. L'enfant s'est évanoui à la piole. En quittant, elle n'a même pas pu finir ce qu'elle était en train de faire. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est lui mettre le fil d'attache, ce qu'on voit au chantier avec, là, ce qu'on attache pour couler le béton là. Donc avec un clou. Apparemment, si elle a venu le porter la nuit, il allait peser comme une tonne de fer. Elle n'allait pas pouvoir. C'est comme ça que je pense que c'était un samedi que ça s'est passé. Et le dimanche matin, moi je suis encore sur le lit. Lui s'est levé tôt. Il vient, il demande à ma Rémi que ma maman n'était pas encore partie à l'église. Il dit à ma Rémi que Rémi, Péri est là. Rémi dit que non. Bon, que je suis la mère qui est là encore.
il dit à Marie que ok, dis-lui que je vais lui dire au revoir, que merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais elle m'a dit que mais c'est normal, non? C'est ton fils aussi, non? Il dit que non. Et je veux aussi lui dire merci pour tous tes repas que tu m'as donnés. Maman dit que c'est quoi? Tu voyages? Elle m'a dit que non, qu'il ne voyage pas, que les gens là, on mouffe son cœur la nuit. Mais quand on mouffe ton cœur, comment tu as encore envie, tu parles. Le gars dit qu'ils ont mouffe mon cœur la nuit. Le grand maître même était là, avec ma go, avec ma femme. Ils ont mouffe mon cœur. Au matin, simplifie ça. Elle fait ce qu'elle a fait. Elle go à l'église. Il go aussi chez la tata là. Tata là, pour dire aussi merci. Papa, tata ne le ressent même pas parce que, gars, le était trop high, man. Elle dit que elle est si on vient attaquer ma famille, pas. Tata ne le ressent même pas. Comme ça qu'il back chez lui. Quand il me réveille, en matin, il s'est levé chez mes petites soeurs, que, oh, comme ça, le patel qui est ici, merci pour tout. Ah, j'ai pas moi gérer ça. J'ai moi encore choix le petit déjeuner, non? Comme d'habitude. Je choix le petit déjeuner. Mais là, je google ça. On répète vers 9h, 10h comme ça. Quand il go là-bas, mon frère, je toque, répète. Il voit mais on comprend que non, Péri, va te reposer, je suis trop casse. Parce qu'il parlait comme ça, hein. Il parlait comme les boys aussi. Hein. Je suis trop casse. Ah, n'est-ce pas, tout le monde il parle. Sachant qu'il n'a pas de chop même à la veille, sachant qu'il n'a pas encore chop le matin, moi ça me dérangeait. Donc, je le vois encore là-bas vers 13h, midi 13h. Quand il chantait Inta par la voie centrale, il y avait aussi un raccourci qu'un bateau savait tiens. On se croise dans la cour. Il me dit que, je lui dis que, répète ça, toi même bien. Moi, il venait comme ça pour la deuxième fois. Le matin, je suis venu ici, là, il m'a dit qu'il dormait. Il dit que oui, qu'il a appris que Masayo est malade. Il venait le rendre visite. C'est comme ça qu'on crie. Lui, il crie Masayo. Moi, je crie répète. Il crie Masayo, il crie répète. Quand on tape la porte. Vu que c'était une maison en plan, on tapote un peu le mur comme ça. Une planche de sève. Le pâté est pendu. Le pâté alors pendu comment? Le pâté est pendu que les pieds sont au sol, man. Les pieds sont au sol. Mais la corde est attachée. Il n'a pas la babouche sur un pied. Les pieds sont au sol et il n'a pas sur un pied. La maison est saccagée comme s'il a bagarré avec moi. Il fait l'impression. Toute la maison est saccagée. Puis le corps transpire. Le corps du pâté a transpiré. C'est comme ça que personne, tout le monde avait peur de toucher le corps de quelqu'un. Un corps qui transpire, ça c'est le wish. Le corps a dormi là. Ça a dormi là. Et que la lumière était allumée. Les gens passaient en route, vu qu'on était au bord de la route, les gens passaient en route, les gens pensaient que peut-être le pâté là seulement, c'est pas, il est là chez lui comme ça, il veut pas lui, il veut peut-être veiller. Les gens passaient très tard. Les gens ne savaient pas qu'il est mort parce qu'il n'avait pas. La corde était tellement mince, la corde, pas les grosses cordes qu'on attache les épées avec elle. Les Njanga cordes là, les Njanga là qui gars, ça ne peut même pas supporter ton poids. Ça ne peut pas. Mais les pieds étaient au sol, c'est pour ça que ça même pu tenir. C'est comme ça que le corps est resté là jusqu'au matin. Il ne sait même pas quoi la mort. Parce que le Morgan avait dit que non. Parce que le Morgan était venu déplacer ça, il ne voulait pas toucher ça. Le Morgan venait dire que le papa c'est encore en vie. Ça c'est un corps, ça c'est quelqu'un de vivant que vous allez enterrer. Bon. Comme on ici ne connaissait rien, nous on est les enfants de Dieu. Mort c'est mort, il n'y a pas que mort compliqué, mort c'est mort. C'est pour ça que l'histoire du Dieu là est terminée. Jusqu'aujourd'hui, la maison est hantée. Personne ne peut vivre là-bas. La maison est hantée. Donc c'était mon histoire et ce que j'aimerais dire en résumé ici, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que traiter avec le diable est une bonne chose. Le diable vous donne ce que vous voulez, mais après vous allez rembourser. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 1000 ans, vous allez rembourser. Le diable ne fait pas de crédit. Merci DMG. Excusez-moi aussi si l'histoire est trop longue. Donc, merci beaucoup. On continue demain à 12h sur YouTube. Voilà, bonne soirée. Portez-vous bien.